Bon, ben voilà, on est bien en direct. Alors, c'est la crise de fou rire. On va vous apporter du bonheur aujourd'hui. Viens chercher bonheur. Viens chercher bonheur. Ah, tu le fais vachement bien. Je sais. Excellente imitatrice. Voilà, on est de très très bonne humeur, d'humeur rigolote. On s'amuse. On espère que pour vous c'est pareil. Ça va être une demi-heure un peu cocooning hein, pour parler des comportements, des réactions et on va essayer de faire tout ça avec la bonne humeur qu'on nous connaît, hein, Ève. Bah oui, bien sûr. Donc Ève, notre formatrice en discipline positive, qu'on ne présente plus. D'accord. On présente comme si... Ok, je me tais. Voilà, en fait, ça va être du langage des signes. Non, plus sérieusement, donc Ève est formatrice en discipline positive, a 3 enfants. Ouais. Alors on va quand même faire un petit rappel pour ceux qui sont les petits retardataires, et c'est normal, il y en a toujours, qui ne connaissent pas la discipline positive en 3 mots. Eh ben, alors 3 mots. Discipline positive, il faut que j'en trouve un 3e. La discipline positive, c'est une méthode éducative qui est dédiée aux parents, aux enseignants, à tous les éducateurs en fait, qui émerge des États-Unis et qui est fondée sur un principe de fermeté et bienveillance simultanément et dont le pilier est l'encouragement. Voilà, vous savez tout. En 2 mots. Voilà, en 2 mots. Alors, aujourd'hui, on va parler donc d'un sujet qui est hyper intéressant, qu'on a étudié. Alors, Ève, elle a pris plein de notes et vous allez voir qu'elle va aller très très loin et c'est vraiment passionnant. Donc, on va parler de comment nos comportements peuvent influencer nos enfants. Comment comprendre et réagir face aux colères, aux émotions de nos enfants, qui sont les joies, les cris, les crises de nerfs dans les magasins, etc. Alors, c'est vrai qu'on parle souvent des émotions de nos propres enfants, mais on oublie souvent de parler des comportements des parents. Alors l'idée, c'est pas de vous faire culpabiliser, bien au contraire, mais c'est de décrypter un petit peu nos comportements qui ont forcément une influence sur nos enfants. Et vous allez voir qu'en fait, les choses vont se dénouer un petit peu et que ça va permettre de résoudre pas mal de choses hein, en s'analysant. Je sais, c'est pas facile, hein, on vous demande pas de vous regarder dans un miroir, mais voilà, mais vous allez voir, vous allez prendre pas mal de recul, mais quand même un peu. Donc on va vous aider à décoder les comportements, vos comportements, les comportements de vos enfants, comprendre un petit peu leur origine aussi, et on va vous aider à comprendre et réagir face aux colères, comme je le disais, et aux émotions de vos enfants. Alors, lourd programme. Hein. Un très très lourd programme. Ambitieux. Mais voilà, ambitieux, mais avec la bonne humeur. Alors, Ève, on voit bien que notre enfant a son propre caractère dès sa naissance, puisqu'on voit que dans les fratries, souvent, des enfants sont très différents et pourtant ils sont d'une même famille. Il n'en reste pas moins qu'il se nourrit et s'inspire de ce qu'il vit. Et en premier lieu, forcément, de ses parents. Eh oui. Donc, en quoi est-ce que les parents sont des modèles finalement pour les enfants ? Alors quand tu dis modèle, ça y est, je vais me faire reprendre. Non, mais je t'ai dit, je ne peux rien laisser passer. Oui, tu as raison. Alors quand on dit modèle, non mais ça peut évoquer d'un coup une image un peu de perfection. Je dois être parfait, je dois être irréprochable. Moi, ce que j'aimerais apporter aux parents aujourd'hui, c'est justement un autre regard sur cette question de modèle. C'est plutôt être le modèle de notre enfant et pas être modèle. Vous voyez un peu tu vois un petit peu la nuance. Voilà. Donc en quoi on est modèle en fait, on est le modèle de nos enfants. C'est simplement que l'enfant apprend par observation. Et lorsqu'on comprend ça, on comprend qu'il agit par mimétisme. Et que c'est ça être finalement un parent modèle. Donc si par exemple je veux transmettre à mon enfant la politesse, je veux qu'il soit poli, eh bien je vais veiller à incarner cette politesse avec des petits mots comme merci, bonjour, s'il te plaît, au revoir, etc. Si je veux par exemple que mon enfant soit patient, eh bien je vais incarner cette patience. Alors ça veut dire un vrai travail sur soi. C'est pas ce n'est pas une mince affaire parce qu'on a tous on a tous notre tempérament, on a des choses qui sont très ancrées et sauf que lorsqu'on a des enfants, eh bien on a cette responsabilité qui est que on leur enseigne, on enseigne. Et oui, et donc ça veut dire qu'il faut pas se laisser aller, mais faut pas non plus être dans le contrôle permanent, mais l'idée en plus et c'est plutôt très bon aussi pour soi, c'est de s'améliorer, d'essayer d'être bienveillant, de ne pas trop s'énerver. D'ailleurs que c'est excellent pour notre santé aussi. Ah oui. Avant tout, alors c'est vrai que ça peut être à la fois flatteur de voir ses enfants comme ça nous regarder. C'est aussi très stressant évidemment d'être le modèle de ses enfants. Et puis ça veut dire aussi que parfois on est pris par nos propres émotions parce qu'on est rattrapé aussi par l'expérience de son passé. Ça peut aussi arriver.
Est-ce qu'il faut aussi penser à ne pas du coup reproduire des schémas que nos parents nous auraient presque infligés? J'imagine qu'il faut... Alors, on a tous notre patrimoine éducatif, hein, c'est un héritage et ça nous a construit. Et d'ailleurs, on le comprend à travers ce que je viens de dire par rapport à la question du modèle. De la même manière que nos enfants apprennent par observation de nous, nous avons appris par observation de nos parents. Donc, en fait, la question essentielle à se poser, c'est quelles sont les compétences que je souhaite transmettre à mon enfant, quels sont les talents que je souhaite qu'il développe. Et à partir de cette question-là, je vais incarner ces compétences-là, ces talents-là que je lui souhaite. Et si ça va en contradiction avec ce que je suis ou ce dont j'ai hérité de mes parents, eh bien alors c'est là que vient le travail sur soi, qui va être essentiel et fondamental. Par contre, on peut penser, on a un peu une épée de Damoclès sur la tête là. Ouh là là, il faut que je sois irréprochable, il faut que je sois parfait. Non, j'ai une super nouvelle à vous annoncer, figurez-vous. C'est que vous avez le droit à l'erreur. Et ça, c'est exceptionnel. Et je vais même dire mieux, on a le devoir de l'erreur. Et il y a une phrase d'ailleurs que Rudolf Dreckers, qui est un neuropsychiatre, qui est psychiatre autrichien, sur lesquels sont fondés... la discipline positive est fondée sur ses travaux, entre autres. Et ce psychiatre autrichien, Rudolf Dreckers, a dit une chose que j'adore. Avoir le courage d'être imparfait. Être parent, être un bon parent du moins, c'est avoir le courage d'être imparfait. Et donc, de reconnaître un petit peu, elle est très forte, de reconnaître quelque part aussi, c'est... Être un modèle, en fait, c'est reconnaître ses erreurs, mais pas seulement, c'est être un modèle de la gestion de ses erreurs. Et donc, ça passe effectivement d'une part par l'identification de ses erreurs et par un outil que j'adore aussi en discipline positive qui s'appelle les 3 R de l'erreur, les 3 R de la réparation. Le premier R, c'est donc reconnaître sa part de responsabilité. On en avait déjà parlé lors d'un autre live. Reconnaître sa part de responsabilité. Oups, j'ai fait une erreur. Le deuxième, c'est réconcilier, c'est-à-dire je suis désolée d'avoir fait une erreur. Et le troisième, ça va être résoudre. Et résoudre, c'est je me mets en lien avec mon enfant et je lui demande même de l'aide. Est-ce que tu peux m'aider à résoudre cette erreur? C'est génial. Et ce processus-là va faire que vous allez incarner effectivement ce modèle de la gestion de l'erreur et autoriser à vos enfants de faire une erreur, mais derrière d'avoir l'outil pour réparer cette erreur. Et ça implique forcément que du coup, eh bien, on est imparfait et c'est merveilleux. Et c'est merveilleux d'autant plus qu'on se rend compte que nos enfants nous aident beaucoup à nous améliorer. Il faut pas... c'est vrai que c'est difficile de se prendre des remarques parfois ou un enfant, et ça arrive, ils sont très très honnêtes et très spontanés, et donc ils vont pas hésiter à nous sortir une réflexion qui va nous faire très très mal sur le moment. Et en fait, quand on y réfléchit et qu'on essaie, je sais bien que c'est difficile, mais de prendre du recul en se disant, il y a peut-être une part de vérité là-dedans, il me l'a peut-être dit d'une façon très très blessante, mais finalement, peut-être que je peux m'améliorer, probablement je peux m'améliorer, ça a un effet effectivement qui est très bon. Alors moi je vais vous parler d'une expérience qui m'est personnelle, parce que je suis maman avant tout et que c'est vrai qu'on a toujours l'impression qu'on fixe des choses un peu théoriques, mais on reste dans la pratique avec elle, on essaie vraiment d'être dans la pratique. Je trouve pour ma part que ma fille parfois ne parle pas beaucoup, c'est-à-dire qu'elle a tendance à intérioriser beaucoup les choses, à être très secrète sur certaines choses, et puis un jour que j'étais un petit peu probablement prise par mes pensées et puis des soucis comme tous on peut en avoir, elle me demande si ça va et je lui dis oui ça va très bien ma chérie, et alors la question passe, et puis au bout d'un moment elle me dit mais maman tu ne parles pas, tu ne dis rien. Et là, je vous dis pas, ça a été une énorme claque parce que je l'ai regardée et je me suis dit, elle est en train de me dire exactement ce que je lui reproche pas, mais c'est parfois, si, c'est des reproches, des remarques que je lui fais en me disant, mais tu ne parles pas, tu ne me dis rien. Et là, je me suis confrontée effectivement à cette réflexion et à moi-même en me disant, mais j'ai un comportement et ma fille a le même, et je suis capable en plus de lui reprocher ce même comportement que j'ai sur moi. Ouais. Et évidemment, ça m'a permis de prendre beaucoup de recul et du coup, de me dire, tiens, prends
prends le bienfait de ce qu'elle te dit et essaie de t'améliorer. Donc voilà, ça c'est un cas que je voulais vous illustrer. Et ouais, ton histoire est très touchante et ça illustre vraiment, vraiment bien ce côté j'apprends par mimétisme. Et puis aussi, tu disais, on peut s'améliorer, mais ce qui est extraordinaire, c'est qu'on peut s'améliorer, grandir, s'épanouir, nous, en tant qu'adultes, et ça peut durer toute une vie. On peut se corriger toute une vie. Et ça, il faut pas l'oublier, je pense, parce que voilà, c'est pas, rien n'est irréversible, rien n'est inéluctable en éducation. Oui, c'est ça qui est chouette. Alors, par ailleurs aussi, est-ce que ça veut dire que si moi je suis plutôt de nature stressée, est-ce que mon enfant sera plutôt d'une nature stressée? S'il est plutôt, on va dire, speed, est-ce que lui, il va être aussi assez hyperactif, etc. Est-ce qu'on est dans ces sens-là aussi ou... Alors, je crois pas que ce soit une fatalité, c'est-à-dire que c'est pas parce que je suis comme ça que mon enfant sera exactement comme ça. Mais en tous des cas, il y a quand même de fortes chances qu'il apprenne, qu'il devienne un petit peu ce que nous sommes, nous, parents. Parce qu'encore une fois, si j'incarne l'impolitesse, il y a quand même très peu de chances que mon enfant apprenne la politesse. Prenons-le plutôt dans ce sens. Donc bien sûr qu'il y a quand même quelque chose de cette nature-là. Mais le fait que tu sois stressée, comment ça va se manifester dans ton quotidien? C'est plus ça. Donc une maman qui est stressée, un papa qui est stressé, s'il arrive les cheveux comme ça à la maison, les doigts dans la prise, et qu'en fait il n'interagit avec ses enfants que dans ce stress, il y a quand même de fortes chances que l'enfant soit poreux à ce stress et puis pourquoi, enfin et soit un petit peu contaminé. Alors ça me fait penser... Oui, sur les comportements. C'est ça, hein, tu veux en venir Alors oui, et je voudrais vous faire une petite démonstration qu'un neuropsychiatre, cette fois-ci il est vraiment neuropsychiatre américain et non pas autrichien, qui s'appelle Daniel Siegel, qui a fait une démonstration du cerveau dans la main. Il a modélisé le cerveau dans sa main. Et alors voilà ce que ça donne, c'est assez intéressant. Alors je vais essayer de... Lève la main droite. Je le jure, exactement. Donc le cerveau... ça va être maman. Ici, on a la colonne vertébrale, mais on ne va pas s'en occuper. Elle ne nous dit rien par rapport à la gestion de nos comportements. Ici, lorsque je plie le pouce, j'ai le tronc cérébral. Le tronc cérébral, c'est le siège des émotions. D'accord? C'est là où siègent toutes les émotions, aussi la mémoire et les fonctions automatiques, la respiration, etc. etc. Ok? Là, vous allez comprendre où je veux en venir. Ne vous inquiétez pas. Ce n'est pas un cours de neurosciences. Lorsque je replie la main, j'ai ici le cortex. Avec ici le cortex préfrontal. Le cortex, c'est tout ce qui siloge tout le domaine de la pensée, tout le domaine de la réflexion. Ok? Et ici, c'est le cortex préfrontal. C'est là où j'ai les capacités intellectuelles de réguler mes émotions. C'est là où je régule les relations interpersonnelles également. Et tout ce qui est moralité, etc. etc. Qu'est-ce qui se passe d'après vous lorsque nous sommes en colère, Sandrine? Ah bon? Voilà ce qui se passe. Il se passe ça. Et qu'est-ce qui se passe très concrètement? C'est que ma capacité à réguler mes émotions, à interagir positivement avec les autres, ma pensée, ma logique, etc. se déconnecte complètement de mes émotions. Donc on fait bouclier en fait, c'est un peu comme si... Oui, c'est ça. Et puis il y a une vraie déconnexion, c'est-à-dire que je ne peux plus rationaliser mes émotions, je ne peux plus les raisonner, je suis complètement dans... J'expose en fait mes émotions. Je comprends. À l'extérieur. Et ici, dans ce siège-là, il y a aussi les réactions au stress. Et les réactions au stress, il y en a 3. C'est soit l'immobilisation, soit la fuite, soit l'attaque. Et là, on peut faire le lien avec lorsqu'on est en colère ou lorsque mes enfants sont en colère, on peut se retrouver dans cette exposition au stress, dans la défense en cas de stress, ces 3 cas qui sont l'immobilisation, l'attaque ou la fuite. Ça peut évoquer quand même pas mal de choses. Et d'après toi, Sandrine, lorsque je me retrouve face... Alors par exemple, voilà, j'ai une journée épouvantable, j'arrive à la maison, je suis comme ça. Ok, et là j'ai mes enfants qui me sautent dessus, je vois le salon complètement en désordre, une assiette par terre, je ne sais quoi d'autre encore, les affaires pas pliées, etc., etc. D'après toi, j'arrive, je suis comme ça. Qu'est-ce qui se passe lorsque mes enfants, qui sont peut-être comme ça, me rencontrent comme ça?
Bah, ils se mettent comme ça aussi, forcément. Et alors là, Et là, c'est le drame. et là c'est le drame. Et là, c'est l'escalade. Et hop, et hop, et hop, et on surenchérit dans la colère, etc., etc. Et ce n'est pas possible de se raisonner. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Et là, c'est une petite astuce. On va faire ce qu'on appelle en discipline positive un temps de pause. Ce temps de pause, on en a déjà parlé dans les précédents lives, c'est en fait un instant où on va se faire du bien. Se faire du bien, et ben ça peut être tout et n'importe quoi. Ça peut être aller s'expatrier dans la chambre et lire un bouquin. Ça peut être pousser un gros cri par la fenêtre. Ça peut être changer de pièce. Ça peut être appeler un copain. Ça peut être souffler. Ça peut être la musique à fond. de la musique à fond. Danser. Quelque chose qui nous fait du bien. Et lorsque je me sens mieux, qu'est-ce qui va se passer? Je vais reconnecter ma pensée à mes émotions. Génial. Et lorsque mes enfants vont peut-être être eux encore comme ça, parce qu'ils n'ont peut-être pas encore appris à prendre soin d'eux, parce qu'on est encore dans ces mécanismes-là où on a le couvercle qui saute, eh bien s'ils me voient comme ça, il y a de fortes chances pour que je le contamine grâce à ces fameuses neurones miroirs qu'on a dans le cerveau qui permettent justement l'apprentissage par l'observation. Et on va se retrouver à nouveau reconnecté à nos émotions. C'est pas extraordinaire? C'est génial. C'est génial. Je trouve cette démonstration très parlante. Ouais, c'est très parlante. Et on a du coup plein de commentaires. C'est soin de soi pour prendre soin des autres. Oui, tout à fait. C'est vrai que ça fait penser beaucoup à Disney, vice versa, avec toutes les émotions. Ouais, je l'ai pas. Alors je l'ai pas vu, je peux pas en parler. Non, mes enfants l'ont vu, mais moi non. Je suis désolée. Ben voilà. Non, mais c'est bien. Il faut que tu prennes le temps, tu vois, c'est génial. Ouais, bah oui, voilà. Prendre soin de soi, ça peut aussi aller voir un Disney avec les enfants. Ben c'est ça. C'est en fait prendre le temps, le recul par rapport à son comportement, essayer de souffler. On n'est pas obligé de réagir tout de suite. On n'est pas obligé de prendre une décision dans l'immédiat. Alors évidemment, si votre enfant fait un truc énormissime, mais il vaut mieux prendre du recul et essayer de faire baisser la pression. Oui, bien sûr. On ne peut jamais, de toute façon, c'est connu, on le sait de manière courante, que réagir à chaud n'amène jamais de bonnes choses. Mais réagir à froid, c'est quand même beaucoup plus efficace. Bien sûr. Sauf s'il y a danger, évidemment. Hein. Oui, c'est ce qu'on dit, mais sinon, essayer de prendre du recul, de toute façon, essayer de réagir quand on est très énervé, très fatigué. Ça fonctionne pas très bien généralement, c'est pas top. Non, ça porte pas tellement de fruits. Alors, on va essayer justement d'aider un peu plus les parents. Déjà, là, tu as donné vraiment des super astuces, mais c'est vrai qu'on est toujours dans le concret, ce qui est normal. On a pris des exemples justement concrets vécus par des parents. Donc, si vous avez des questions en live, surtout, n'hésitez pas à nous les poser. On a par exemple une maman qui nous dit « Je n'ai pas de patience, mon enfant met des heures pour s'habiller, aller à l'école, il me stresse, je ne sais plus quoi faire. » Comment est-ce qu'on peut l'aider, cette maman? Maman qui n'est pas la seule. Qui n'est pas seule, oui, non, oulala, vous n'êtes pas seule du tout. Alors, comment on peut l'aider? On peut l'aider en 2 étapes déjà que j'identifie. La première, c'est déjà, j'ai envie de poser comme question à cette maman, pourquoi, d'après elle, est-ce que son enfant met autant de temps à s'habiller le matin et à aller à l'école? Parce que finalement, on se sent souvent, on se met en colère lorsque effectivement on a notre enfant qui traîne, on est pressé, il y a 1 heure pour arriver à l'école, sinon la porte est fermée, etc. etc. Donc, sa maîtresse est une sorcière. En plus, sa maîtresse est une sorcière. Donc c'est compliqué à gérer, certes. Donc du coup, l'idée c'est quand même de savoir pourquoi est-ce qu'il y a cette lenteur. C'est pas forcément qu'il est en train de nous défier dans notre autorité, c'est souvent comme ça qu'on le perçoit. Mais c'est justement tout autre chose. Alors, quelques hypothèses. Ça peut être un manque de conscience de ce qu'on attend de lui, par exemple. Peut-être qu'il ne sait pas qu'il doit s'habiller plus vite. Ça peut paraître évident pour nous, mais ça ne l'est peut-être pas pour lui. Ça peut être un manque de compétence. Il n'est pas capable de s'habiller en 1/4 d'heure de temps que moi j'ai prévu pour qu'il s'habille, pour aller à l'école. Il n'est pas capable de marcher à ce rythme-là que moi j'ai prévu pour qu'on arrive à l'heure à l'école. Peut-être que c'est un manque de compétence. Peut-être que c'est un découragement, un sentiment d'incapacité. Il ne se sent pas capable, il se sent nul, et alors du coup, il va se mettre lui-même en situation d'échec. Pour justement pouvoir être confronté à t'y arrives pas, t'es nul, t'y arrives pas, pourquoi tu vas pas plus vite, t'es pas capable d'aller plus vite, etc. etc. Ça paraît assez farfelu, mais c'est un mécanisme classique. Peut-être aussi qu'il est en train de nous envoyer un message.
peut-être qu'il a eu un problème avec sa maîtresse, peut-être qu'il est une sorcière en plus, peut-être qu'il a un problème avec un copain, pauvre maîtresse, peut-être qu'il a un problème avec un copain, peut-être qu'il a une vraie appréhension à se rendre à l'école et que c'est la raison pour laquelle il va ralentir au niveau du rythme. Mais ça veut dire que peut-être qu'il vaut mieux être finalement en retard et un peu plus observé un matin pour essayer de décoder un petit peu ce retard et cette façon qu'il a de traîner un petit peu. Mieux vaut qu'il arrive finalement en retard et qu'on essaie de décoder plutôt que de le presser tous les jours et d'être alors moi comme je dirais le petit pas ça lapin parce que dans Alice au pays des merveilles avec ouais, la montre, bah oui, alors je dirais pas ça parce qu'être en retard c'est compliqué, je veux dire soit peut-être que nous aussi on travaille, on peut pas arriver en retard, peut-être qu'effectivement la porte sera close et que du coup je dois garder mon enfant toute la journée, comment je fais? Je peux peut-être pas arriver en retard. Mais tu sais Eve, il te refuse jamais ton enfant. Non mais excuse-moi, mais juste j'essaie de devenir très sage à ton contact. Et il y a des fois je me dis où je sens que le stress commence à monter et je me dis oh calme, c'est pas grave si t'arrives en retard. La porte, si t'arrives en retard, évidemment je parle pas d'une heure, mais si t'arrives en retard 5 minutes, la porte sera peut-être fermée, mais tu sonnes, tu t'expliques. Alors il y a des écoles qui sont beaucoup plus intransigeantes. Oui, c'est vrai, mais tu sais, elles sont intransigeantes aussi en fonction des personnes. Si tu es quelqu'un de bienveillant, doux, et que tu expliques que ce matin-là c'était un peu plus compliqué que les autres et que tu as pris un peu plus le temps parce que c'était compliqué, je pense que ça peut fonctionner, mais en fait on est aussi, tu sais, dans le... Oui, c'est pas non plus bien sûr. l'horreur, quoi. Alors peut-être, mais alors il y a peut-être autre chose à penser, apporter une solution qui ne mette pas en péril justement la routine, etc. Alors j'ai une piste en tout cas. Si je sais par exemple que mon enfant traîne, etc., et qu'il a besoin de plus de temps, et ben qu'est-ce que je vais faire? Je vais être courageux et je vais avancer mon réveil de 15 minutes, ou de 20 minutes, ou de 30 minutes, pour permettre à mon enfant... préfère arriver en retard. Bon, Sandrine préfère arriver en retard, mais Sandrine, tu n'as pas le droit à la parole. Non, chacun fait son choix, je n'impose rien. Mais par contre, je pense, ça me semble quand même important, de se dire qu'il y a des règles, les règles de l'école sont celles qu'elles sont, on doit arriver à l'heure à l'école, etc. Moi, j'ai peut-être des règles aussi au travail, je dois arriver à l'heure. Si je ne peux pas m'autoriser à arriver en retard, et donc... si je peux arriver en retard, bah effectivement, je peux le prendre ce temps. Et donc, je n'ai pas à m'énerver. Finalement, on en revient au même. Je n'ai pas à m'énerver contre mon enfant. Je vais prendre le temps dont il a besoin. Et puis, si je peux arriver en retard, j'arrive en retard. Par contre, si je ne peux pas arriver en retard, eh bien, pour arriver au même résultat de ne pas avoir à crier sur mon enfant comme une pestiférée parce qu'il ne s'habille pas à temps, parce qu'il est en retard, parce qu'il traîne pour aller à l'école, etc., eh bien, je vais peut-être avancer mon réveil pour lui permettre, justement, eh bien, de prendre le temps dont il a besoin pour s'habiller et pour marcher, pour avancer, pour prendre le bus, pour je ne sais quoi d'autre, quel moyen de transport, pour se rendre à l'école. Et puis ça va zénifier tout le monde. Exactement, et ça va zénifier tout le monde. Et alors oui, c'est un effort, oui, ça vous enlève 15 minutes de sommeil, mais si ça peut mettre votre enfant dans une... si ça peut créer une opportunité de réussite pour votre enfant, je pense que vraiment... on a tout à gagner. Et puis du coup, le quart d'heure, et ben, vous vous couchez plus tôt. Voilà, c'est tout. Et ben exactement. Voilà. Tu vois, t'apportes aussi des solutions extraordinaires. Voilà, il y a toujours une solution. Alors, on a une question d'une maman qui nous dit je ne sais pas comment réagir quand ma fille de 2 ans hurle pour ne pas faire de sieste alors qu'elle est épuisée. Pareil la nuit lorsqu'elle se réveille et ne veut plus dormir. Ça me met une colère noire. La seule solution, qui n'en est pas une et que je déteste, c'est la fessée. Des suggestions pour m'aider. Eh ben oui, on est là. Hein. Et ouais, bah oui. Tout, Joker. Alors, par rapport au cri que ça peut, à la colère que ça peut générer chez vous, maman, le temps de pause va être un super outil. C'est-à-dire que du moment où vous sentez que ça vous met dans une colère noire et que vous risquez effectivement d'arriver à la fessée et que visiblement vous n'êtes pas intègre avec cette fessée, eh bien, essayez peut-être de prendre soin de vous à ce moment-là, puisque vous êtes comme ça. On va essayer du coup de trouver un moyen de redescendre. Donc, hop, on ferme la porte, on s'en va, on fait ce qu'on a à faire, on se calme. Et derrière, reprendre ça avec son enfant, seulement quand on sera bien et calme et zen. Ça, c'est une première chose. Maintenant, pour la question du sommeil, alors je ne suis pas une spécialiste du sommeil et on ne peut pas comme ça maintenant tout de suite dénouer ce problème précis de sommeil. Mais en tous les cas, il y a toujours une question qu'il faut se poser, c'est est-ce qu'il y a un message derrière ce que me dit mon enfant? Elle est en train d'hurler, elle veut... Mais c'est pas poli du tout, ça, heureusement qu'il n'y a pas d'enfant qui nous regarde. Aujourd'hui, je suis excitée. Alors,
je pense qu'il y a bien d'autres messages. D'ailleurs, on pourra peut-être en parler, mais un message caché derrière cette réticence à aller se coucher. Je pense que j'en ai parlé aussi dans un précédent live. Peut-être que la nuit fait peur à certains enfants, qu'il y a des angoisses nocturnes, qu'il y a un cauchemar qui est récurrent et qu'ils ne veulent surtout pas croiser ce fameux monstre qu'ils ont l'habitude de croiser dans leur cauchemar. Peut-être que le noir leur fait peur et qu'ils ne savent pas comment le dire, qu'ils l'ont peut-être même pas identifié, qu'ils ont besoin d'une petite veilleuse. J'en sais rien. En tous les cas, il y a peut-être un message qui se cache derrière ces... Sûrement un message. Sûrement. Moi, je crois en tout cas qu'il y a systématiquement un message et qu'il n'y a finalement pas de caprice et pas de colère. Il y a juste un message. Pas de caprice et pas de bêtise. Il y a juste un message qu'on transmet. Juste sur le sommeil, on avait fait une super vidéo avec Paola, qui est la pédopsie, qui donne pas mal d'astuces et de conseils. Moi aussi, j'étais dans ce cas-là où ma fille, tout d'un coup, sommeil qui était excellent, qui s'est déréglé. C'est revenu, ok. Donc voilà, je sais que c'est hyper compliqué. Ça a duré pendant 2 mois, 2 mois, ça a duré. J'étais crevée et tout. Je me disais, mais c'est pas possible, la patience fonctionne pas. Du coup, un peu l'énervement et on serre un peu plus les vis, ça fonctionne pas non plus, etc. Finalement, en fait, j'ai décidé de relativiser et je vous garantis que ça a marché. Donc, je sais que c'est difficile, mais patience. Vous allez voir, ça fonctionne. Mais regardez la vidéo, vous aurez plein d'astuces. Alors après, on a plein de remarques de parents, là. Et puis, on en avait aussi sur l'appli. Là, on a des parents aussi qui nous disent, et ça, c'est du classique, qui répètent 100 fois la même chose à son enfant, que son enfant n'écoute rien. Qui n'en a rien à faire, etc. Ou alors qui dit non à toutes les sauces. Là aussi, on a encore un comportement qu'il faut zénifier. Alors c'est vrai que c'est pénible. Je veux dire, je suis maman, je répète aussi parfois 100 fois les mêmes choses, etc. Mais du coup, grâce à mes travaux et mes formations, etc., j'ai quand même compris certaines choses qui peuvent peut-être vous aider. D'abord, est-ce qu'il n'écoute pas ou est-ce qu'il n'entend pas? Et c'est une vraie question à se poser. Parce que moi, j'ai compris, avec l'un de mes enfants, qu'il n'entend pas. C'est pas qu'il ne m'écoute pas, il n'est pas en train de me défier, il n'est pas en train de dire j'en ai rien à cirer de ce que tu es en train de me raconter, il n'entend pas. Et souvent, on va le voir chez les enfants en bas âge, quoique même chez les adolescents, qui en plus aujourd'hui sont avec leur casque, leur musique, etc. Les enfants sont plongés dans leur monde parfois, dans leur imaginaire, et souvent on les appelle au milieu d'une activité qu'ils sont en train de faire, d'un jeu, je sais pas, ils prennent des figurines, ils sont en train de jouer avec leurs figurines, leurs Barbie, leurs Ken, etc. Et en fait, ou alors les ados avec leur musique, leur casque, et ils sont plongés réellement dans leur monde. Donc on pourra les appeler même pas 100 fois, mais 200 fois qu'ils n'entendront pas. Donc peut-être que là, ça vaut quand même le coup de réfléchir à cette question-là. Et pourquoi pas, alors, juste excusez-moi, souvent, je me suis moi-même aperçue que j'hurlais d'une pièce à l'autre. Viens manger. Est-ce que t'as rangé ta chambre, etc., etc. Et en fait, être à l'opposé de l'appartement, d'abord, il y a quand même, c'est pas très respectueux en soi d'aller hurler de l'autre côté. Est-ce que t'as fait ci, est-ce que t'as fait ça? Ensuite, il n'y a pas de contact visuel. Et le contact visuel est vachement important. Et quand un enfant est plongé dans son imaginaire, en train de se faire des films dans un monde, etc., eh bien, il n'y a pas mieux, plus efficace que le contact visuel. Donc déjà, premier conseil, allez dans la pièce dans laquelle se trouve mon enfant, à qui je veux demander de faire quelque chose. Il y a autre chose, alors ça peut aussi ne pas fonctionner encore. Il y a autre chose qui est très efficace, c'est le toucher. Une petite main sur l'épaule, une petite caresse sur le visage. Ça te fait du bien, ça. Je la cajole aujourd'hui. J'ai l'impression d'être un chat. Oui, un petit peu. C'est un peu ça. Je me demandais justement, tu ressembles à un chat. C'est ça, je suis un chat. Donc en fait, simplement le toucher, le fait de palper son enfant, ce contact-là, il ne peut que le sentir. Et là, il y aura plus de chances en tout cas qu'il soit interpellé. Ça peut le calmer, s'il est en colère ou quoi. En tous les cas, si je l'appelle et qu'il ne m'entend simplement pas, aller dans la même pièce, le toucher, déjà ça suscitera son attention bien plus que va ranger ta chambre. Mais là encore, c'est hyper intéressant ce que tu viens de dire, parce que on se rend bien compte que nous, au travail, on n'est pas là à gueuler d'un bureau à l'autre en disant oh, tu envoies le dossier, le fichier par mail. C'est vrai, absolument. On s'envoie des mails. Mais oui, on s'envoie des mails, et même les mails, on se rend compte que c'est pas agréable souvent. Et du coup, on organise ces fameuses réunions qui durent parfois des heures et des heures, mais on communique
pas aussi bien que si on se voit visuellement, Absolument. que si on communique effectivement par les yeux, la parole, les mains, etc. Tout à fait. Et en fait, là encore, on essaie de dire bah oh, tiens, viens par là, etc. On crie d'une pièce à l'autre, alors qu'on le ferait pas d'individus adultes. Mais à la maison, ça peut sembler tout à fait naturel. Ouais, donc c'est... Et alors, il y a autre chose aussi, il faut quand même se dire que un enfant, plus davantage pour les petits, encore une fois, mais un enfant a besoin parfois qu'on lui répète plusieurs fois les choses. C'est comme ça, je veux dire, ça fait partie de son stade normal de développement, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que, voilà, un enfant, plus il est petit, plus il a besoin qu'on lui répète les choses pour qu'il les intègre, pour qu'il les comprenne, pour qu'il les valide. Donc, il faut aussi se dire, peut-être que c'est lié, encore une fois, à ses compétences du moment. Et puis, il y a autre chose, on peut tout à fait imaginer de convoquer nos enfants, entre guillemets, et de voir avec eux, de se mettre d'accord ensemble sur un petit signal, un petit signe, un petit clin d'œil, un petit, un petit signe physique qui indique que là, ça fait peut-être déjà 2 fois que je t'ai demandé la chose, et donc, voilà, on arrive à la 3e, et peut-être qu'on va décider que si je répète 3 fois, alors la conséquence sera ceci ou cela. On n'est pas dans une menace, on est dans quelque chose qu'on construit ensemble, qu'on décide ensemble, pour savoir quelle sera la conséquence derrière ce manque de responsabilité finalement. Je t'ai appelé 2 fois, je te fais mon petit clin d'œil, tu es donc au courant que arrive la 3e fois, et que si elle arrive, il se passera ceci parce que tu auras décidé, tu auras choisi de ne pas écouter ce que je t'ai demandé de faire. D'accord, donc ça veut dire qu'on ne peut pas prendre tous les cas précis qu'on a malheureusement, mais c'est vrai qu'on a souvent les fameuses crises, hein, c'est pour ça qu'on les avait mises d'ailleurs dans la thématique, Oui. les fameuses crises, les fameux noms, etc. C'est de chercher le contact avec son enfant, donc contact visuel, contact des mains pour le calmer, etc. Et moi j'avais vu d'ailleurs une fois quelque chose qui m'a toujours extrêmement surpris. C'était quelqu'un qui disait si votre enfant fait une grosse colère ou un caprice, etc., prenez-le dans vos bras et vous serez très surpris de la réaction. Et en fait, je me suis dit, c'est vrai que finalement, on a tendance du coup, nous, à surenchérir dans des émotions, à s'énerver parce que ça nous stresse, ça crée en nous une émotion qui est de la colère, de l'énervement, etc. Mais en réalité, si effectivement on s'assouplit, l'enfant aura tendance lui aussi à s'assouplir et à se dire, donc essayer on incarne encore une fois ce modèle d'assouplissement. Et on montre à notre enfant comment faire lorsqu'on est en colère. Alors, dernier cas qu'on avait pris, c'est mon enfant ne veut pas faire ses devoirs ou ranger sa chambre, j'en ai marre, ça finit toujours en dispute. Ah. Alors oui, et puis c'est tout à fait classique, encore une fois, cette maman-là ou ce papa-là n'est pas du tout seul, puisque ça arrive dans toutes les maisons, rassurez-vous, vous n'êtes pas du tout un extraterrestre. Alors, c'est la même chose que ce que je disais tout à l'heure par rapport à l'enfant qui ne voulait pas s'habiller pour aller à l'école. Il faut d'abord se poser la question du pourquoi. Est-ce qu'il n'est pas en train de nous envoyer un message? Pourquoi est-ce qu'il ne veut pas faire ses devoirs? Un enfant qui refuse de faire quelque chose est la plupart du temps en train de nous envoyer un message. Alors la discipline positive parle d'une notion qui est très intéressante qui s'appelle l'objectif mirage. C'est-à-dire qu'il y a des enfants, enfin que tous les enfants en fait, vont mettre en place un mécanisme en fonction d'un objectif qui est erroné, un objectif qu'ils ont, une croyance erronée, c'est-à-dire qu'ils vont penser qu'en faisant quelque chose, ils vont obtenir quelque chose. Donc c'est fondé sur une expérience, sur des croyances, c'est tout un cycle. Et donc j'aimerais bien vous partager ça avec vous. Alors il y a le premier objectif mirage, on appelle ça l'objectif mirage, qui est alors le besoin en fait, c'est un besoin que l'enfant manifeste à travers une croyance erronée. Donc le premier besoin possible, c'est un besoin d'attention. Par exemple, je refuse de faire mes devoirs seule parce que j'ai besoin que tu les fasses avec moi, parce que j'ai besoin d'attention. Mais en fait, lorsqu'il ne veut pas faire ses devoirs à ce moment-là, ce petit garçon ou cette petite fille qui a ce besoin d'attention est en train de dire « remarque-moi, implique-moi ». Ça, c'est le message qu'il vous envoie. Donc, quelques suggestions pour ces enfants. Déjà, apprécier ce qui a déjà été fait, par exemple, dans le cas des devoirs. Apprécier ce qu'il a déjà fait comme exercice. Même si c'est une ligne de l'exercice, même si c'est la moitié de l'exercice, déjà apprécier ça et laisser de côté. Ne remarquez pas, je veux dire, ce qui n'a pas été fait. C'est une première chose. Du coup, ça l'encourage.
ça l'encourage. Tout à fait, de toute façon, tout est fondé, tous les outils de discipline positive sont fondés sur l'encouragement. On peut aussi planifier avec lui, derrière le rangement de la chambre ou les devoirs, une tâche, une activité, quelque chose qu'il aime faire, qu'il a envie de partager avec vous. Donc là, c'est chouette parce que non seulement il y a la notion de plaisir qui va suivre cette corvée parce qu'il a besoin de vous et qu'il a besoin de votre attention, mais que là, il peut peut-être pas l'avoir entièrement. Derrière, vous lui promettez de faire une activité avec lui qui va nourrir ce besoin d'attention. Et du moment où ce besoin d'attention va être nourri, il n'aura plus besoin de refuser de faire ses devoirs ou de ranger cette chambre. Il peut y avoir ce fameux signal, le petit clin d'œil dont je parlais tout à l'heure, ça peut être un petit signal de complicité. Un petit clin d'œil, j'ai vu que tu n'as pas fait des devoirs, voilà, il faut t'y mettre. Et juste sans parler. Et ce petit clin d'œil qui va être un clin d'œil complice ou un autre signe, et bien cette complicité-là va venir nourrir ce besoin d'attention. Parce que quand je me sens complice, on fait attention à moi. Donc ça, c'est le premier besoin caché derrière ce qu'il vous dit. Il y a un autre besoin potentiel qui peut être le besoin de pouvoir. Je refuse de ranger ma chambre, tu ne pourras pas m'y obliger. Ah bah ça, il y en a sur plein d'enfants, il y en a. D'ailleurs, je le lis, là, mon enfant de 18 mois, 2 ans, etc. Oui, c'est le pouvoir de dire non. Voilà, le pouvoir de dire non, reprendre le pouvoir sur l'ascendant sur ses parents, sur les situations, etc. etc. C'est un besoin. Mais qu'est-ce qu'il est en train de vous dire là, cet enfant qui reprend le pouvoir? Laisse-moi participer, donne-moi des choix. Donc souvent, on va retrouver des enfants dans cette lutte de pouvoir chez des parents qui vont plutôt adopter une éducation autoritaire. On va retrouver davantage ces luttes de pouvoir. Et alors du coup, les astuces, si on observe ça chez notre enfant, si on a décodé ce message-là, qui est un besoin de pouvoir, eh bien, j'invite les parents déjà à s'extraire de cette lutte de pouvoir. Premièrement, on ne rentre pas dans ce bras de fer parce que ça va être de toute façon cette même escalade dont je parlais tout à l'heure. On peut aussi reconnaître sa part de responsabilité dans cette lutte de pouvoir. Si on entre dans cette lutte de pouvoir parce qu'on n'arrive pas à faire autrement, on peut la reconnaître, cette part de responsabilité. Alors l'idée, c'est pas non plus de ne pas fixer de règles, je sais que t'aimes pas trop. Non. Mais c'est... Non, le cadre... Non, mais on peut imaginer que le cadre est posé. Là, on parle vraiment de besoins cachés sur une situation précise. Le cadre est posé. Encore une fois, la discipline positive parle bien d'une éducation à la fois ferme et bienveillante simultanément. Donc, c'est ni permissif, ni punitif. C'est vraiment respecter le monde de l'adulte et ce cadre-là qui est très sécurisant pour l'enfant et respecter le monde de l'enfant. Donc là, l'idée, c'est que mon enfant se sente mieux et fasse finalement ses devoirs de manière sereine ou range sa chambre, accepte finalement de le faire. Et si on veut qu'il accepte, il va falloir décoder ce besoin. Donc si ce besoin est un besoin de pouvoir, je vais l'aider à nourrir ce besoin et, par exemple, en lui donnant des responsabilités. Quand je l'aidais à faire le ménage. Et bien par exemple. C'est vrai, en plus, il y a des enfants qui adorent. Absolument, mais donner des responsabilités. Alors si les tâches quotidiennes les enquiquinent un petit peu, on va peut-être d'abord passer par d'autres choses qui vraiment les mettent dans cette posture de pouvoir et d'autorité presque quelque part. Pour eux-mêmes, c'est pas sur vous, c'est pas prendre l'ascendant sur vous, c'est les faire coopérer dans certaines tâches quotidiennes de la maison ou même dans des activités, etc., leur donner une responsabilité. Et ça, c'est extrêmement efficace pour les enfants qui sont en quête, qui sont dans ce besoin de pouvoir, en quête de pouvoir. Il faut leur demander de faire le chèque pour les impôts. Ouais, alors je sais pas si le chèque sera pas un peu en blanc, mais... pas en blanc, mais un chèque en bois. Ouais, c'est ça. Mais bon, tu peux toujours essayer. Fais attention quand même. Non, mais bien sûr. Je suis à fond aujourd'hui. Ouais, je vois, c'est chouette. Donc en tout cas, oui, ne pas rentrer dans le pouvoir. Dans une lutte de pouvoir. En tout cas, si vous avez décodé chez votre enfant un besoin de pouvoir. Il y a un troisième besoin caché qu'on peut retrouver chez les enfants. Ça va être le besoin de revanche. Je refuse de ranger ma chambre parce que je sais que c'est important pour toi. Vous savez, c'est les fameux enfants où on va dire, ils font exprès de nous enquiquiner la vie. Ils font exprès parce qu'ils savent que ça m'embête. Nanana. Mais en fait, il n'est pas en train de dire nanana. Il est en train de dire je souffre, papa et maman. Valide mes émotions. C'est ça qu'il est en train de nous dire. Donc, la clé est dans ce que je viens de vous dire.
valider les émotions de ses enfants. On en parlait lors de notre dernier live, vous savez, l'enfant qui se fait mal et qui hurle et qui c'est une sirène d'alarme qu'on ne supporte pas, et alors là on va être dans on peut être dans la négation de ses émotions, mais non c'est pas grave, mais non t'as pas mal, mais c'est quand même pas à moi de décider s'il a mal, parce que même si d'apparence cette petite égratignure n'est rien du tout, ou que carrément il n'a même pas d'égratignure, il vous dit qu'il a mal, donc il vous envoie un message de mal-être quelque part, même si c'est pas un mal physique, c'est en tout cas un mal. Tu sais quoi, t'as entièrement raison, parce que je pense que tous, autant qu'on est là parents, on a au moins une anecdote à raconter quand on était enfant de quelque chose qu'on a subi qui nous apparaît être une injustice monumentale. Eh oui, c'est là ce que où ça les revoit. parents disent encore mais arrête, t'es rien ce truc-là. Bah si. Toi, Et pour toi, c'était important. C'était hyper important. Bien sûr, parce qu'on n'a pas du tout la même notion de l'importance, parce que d'abord, la jauge de l'importance nous appartient à chacun. Et puis, il y a un gap entre ce qui est important pour l'adulte et ce qui est important pour l'enfant. On n'a pas du tout les mêmes sensations, les mêmes émotions, le même raisonnement. Donc, c'est bien évident qu'on ne peut pas juger. Et pourtant, on a tendance quand même, souvent, les parents, à nier les émotions des enfants. Donc pour ces enfants-là, si vous avez identifié un besoin de revanche, eh bien le mieux, l'une des clés, c'est de valider leurs émotions. Tu as mal, je constate que tu es en colère, qu'est-ce que je peux faire pour t'aider ? Et puis le câlin dont tu parlais, c'est quelque chose de très efficace aussi. Ne pas riposter. C'est aussi un outil. Essayez peut-être de laisser le problème de côté pendant un instant, ne pas focaliser sur le problème, mais plutôt essayer de partager quelque chose de sympa qu'il a envie de partager avec nous. Ça peut être aussi une idée, pour qu'il n'ait pas qu'on ne lui donne pas réponse et raison surtout de prendre cette revanche. Et le quatrième et dernier besoin qui peut être caché derrière certains comportements, c'est la croyance d'incapacité. Un enfant qui veut confirmer auprès de nous sa croyance d'incapacité. Je ne fais pas mes devoirs parce que j'en suis incapable. Mais en fait, cet enfant-là vous dit, ne me laisse pas tomber, aide-moi. Donc pour ces enfants, alors typiquement dans les devoirs, déjà, ne jamais baisser les bras non parents. Parce que si on renvoie ça à notre enfant, eh bien on lui confirme son sentiment d'incapacité là où il a besoin de notre aide, et justement de se sentir en capacité. Donc pour mettre mon enfant en capacité lorsqu'il se sent en incapacité, eh bien je vais créer des opportunités de réussite. Donc, et je vais vous dire un truc qui m'est arrivé il n'y a pas très longtemps. Alors je ne sais plus quel exercice c'était exactement, mais je sais pas, il y a des fois des énoncés, ma fille est en CE2, il y a des énoncés mais complètement absurdes qu'on ne comprend pas. Et je me suis retrouvée dans l'exercice en me disant, mais elle me dit c'est ça maman, c'est ça. Et je me suis trouvée en difficulté. Et je me suis dit, j'ai deux solutions. Soit, effectivement, je fais style, j'ai tout à fait compris, tout va bien, etc. Puis là, je l'ai regardé, je me suis dit, bah non, je comprends rien du tout à ce truc-là. Donc c'est pas grave, on va s'aider, on va regarder, etc. Et je pense qu'elle était hyper soulagée. Mais quel merveilleux modèle de... Non, je ne suis pas un modèle. Non, j'ai pas une modèle. En fait, je me suis rendu compte que finalement, je me suis dit, ça sert à rien d'essayer de faire style, ça va, j'assure grave. Non, je comprenais pas. Donc, et en fait, elle m'a vu en difficulté, elle s'est dit, bon, bah c'est pas grave, à deux, on va y arriver. Et c'est vrai que c'était calme, du coup, là où effectivement, des fois, ça peut être, mais si, t'as pas compris, etc. Et en fait, bon, bien sûr. Reconnaître oui, on peut être très agacé par ces comportements-là. Et surtout, ça vient peut-être aussi toucher chez nous des inquiétudes, des angoisses, notamment que mon enfant n'ait pas de bonnes notes en perspective. Ouh là là, ça peut être très très compliqué. Donc, en tous les cas, lorsqu'un enfant est dans cette croyance d'incapacité, il faut absolument créer des opportunités de réussite pour lui de façon à le remettre en capacité. L'encouragement, là, c'est l'outil clé de ces enfants qui ont ce besoin caché d'incapacité. Alors, sorti de ces 4 besoins, une fois que vous avez décodé le besoin, il y a d'autres choses aussi qui peuvent aider, notamment la clarification des attentes. Je disais tout à l'heure, un enfant n'a pas toujours conscience de ce qu'on attend de lui. Donc le fait de clarifier ses attentes, alors je pense par exemple au rangement de la chambre. Moi, je veux... alors s'il te plaît, tu vas ranger ta chambre maintenant. Ok, alors qu'est-ce que ça veut dire ranger sa chambre ? Parce que pour moi, ranger la chambre, si vous me demandez à moi, c'est que la chambre brille de mille feux, parce que je suis une grande maniaque. Mais pour mon enfant,
Si ça se trouve, ranger sa chambre, c'est simplement enlever les vêtements qui traînent par terre. Mais par contre, que son bureau soit en bazar, voilà, je cherchais le mot, en bazar, que son lit soit complètement sans dessus-dessous, voilà, peut-être que ça ne lui pose pas de problème et que pour lui, c'est pas ça ranger sa chambre. Donc l'idée là, c'est de clarifier, de reclarifier ses attentes, les siennes et les miennes. Qu'est-ce que c'est pour toi ranger ta chambre? Qu'est-ce que c'est pour moi ranger ta chambre? Et puis on essaye de se retrouver, de s'accorder de façon à ce que la chambre soit rangée, mais que ça satisfasse tout le monde. Et parfois, ça joue à une voiture par terre. Exactement. Et parfois, des enfants ne font pas parce qu'ils ont peur de l'échec ou parce qu'ils ont peur d'être confrontés à l'insatisfaction de leurs parents. Ce qui arrive assez souvent. Ce qui arrive assez souvent. Ouais, quelqu'un qui va être très exigeant par rapport aux devoirs, un parent très exigeant par rapport aux devoirs, par rapport aux résultats scolaires, eh bien, ça peut vraiment tétaniser un enfant qui risque de se retrouver pour le coup en réelle incapacité ou alors qui refuse de faire parce que vraiment il a peur de la réaction de ses parents, en tous des cas d'être confronté à leur insatisfaction. Donc ça aussi c'est quand même important de soulever ce point. Après, tu parlais tout à l'heure d'un cadre. Ça me fait penser aussi aux routines dont on a parlé, aux routines quotidiennes. Bien sûr. Si, là, on prend l'exemple des devoirs et du rangement de chambre parce que cette maman a évoqué ce problème-là, mais ça peut être tout. Le rangement de la chambre et les devoirs peuvent tout à fait être intégrés à la routine quotidienne. De la même manière qu'on va planifier l'heure du bain, l'heure du dîner, le soir, eh bien, on va planifier l'heure du rangement de la chambre, l'heure des devoirs. Ça rentre totalement dans la routine quotidienne. Simplement, ça se discute avec les enfants. Les horaires se discutent aussi avec les enfants pour que ce soit efficace et que ça génère la coopération de nos enfants. Et la dernière chose, qui est peut-être la plus compliquée pour un parent, c'est quand même de laisser explorer l'enfant les conséquences de ses choix. Si on veut développer chez notre enfant un sens des responsabilités, il faut aussi qu'il puisse explorer la conséquence de ses choix. Si mon enfant décide de refuser de faire ses devoirs, par contre, sachant ce que ça implique, donc on peut tout à fait lui expliquer ce que ça peut impliquer derrière, il connaît donc les conséquences, il faut qu'il soit au courant des conséquences logiques de ses choix, de ne pas faire ses devoirs ou de ne pas ranger sa chambre. Donc ces conséquences-là, elles doivent être expliquées à l'avance, etc., etc. On en avait parlé aussi. Bien sûr. Il y a plusieurs règles de cette conséquence logique à respecter pour que ce ne soit pas complètement incompréhensif. Mais du moment où ces règles sont comprises et acquises par notre enfant, s'il décide malgré tout de ne pas faire ses devoirs ou s'il décide malgré tout de ne pas ranger sa chambre, il faut le laisser explorer les conséquences de ce choix. Et si il arrive avec une mauvaise note le lendemain parce qu'il n'aura pas fait ses devoirs, eh bien, il aura probablement appris quelque chose en tout cas. Comme nous, on apprend quelque chose quotidiennement. Absolument. Donc voilà, donc juste pour peut-être un peu finir sur ce live qui était très riche et très intéressant. De toute façon, toutes les interventions avec elles sont exceptionnelles. Merci. Vraiment, regardez-les, c'est riche, c'est sage, enfin voilà. Ce que je dirais moi, c'est qu'il faut, je pense, essayer de relativiser, ne pas se stresser. Et peut-être si vous pouvez faire un petit exercice qui pourrait être assez sympa, c'est de noter peut-être les 2-3 comportements qui finalement que vous détestez en vous. Alors ça peut être la colère, ça peut être le fait d'être silencieux, ça peut être plein de choses, mais notez-les sur un petit papier. Vous les mettez de côté dans votre portefeuille, dans votre sac à main. Ça ne prendra pas beaucoup de place, mesdames. Pour les papas, vous les mettez dans vos petites poches. Et puis, vous les regardez régulièrement. Et puis, vous allez voir qu'au fur et à mesure, vous allez réussir à les repousser, ces petites choses qui vous énervent. Et puis, essayez, quand vos enfants seront énervés, de vous dire que vous n'êtes pas obligé de réagir sur le moment. Que la meilleure façon, c'est justement de ne pas réagir sur le moment. Pause. Voilà, ce qu'elle disait, la pause. Temps de pause. Et puis, j'avais une petite citation à vous donner, parce que c'est marrant. Juste avant, j'ai écouté Hubert Reeves, qui est vraiment quelqu'un d'extrêmement sage et intéressant, qui disait que les enfants, souvent, regardent ce que les parents aiment et s'en inspirent. C'est contagieux, voilà. Et je trouvais que c'était extrêmement vrai. Donc, ça illustre parfaitement exactement tout ce dont on vient de parler. Le fait que les enfants apprennent par l'observation. C'est ça, exactement. Donc merci de nous avoir suivis. Merci beaucoup à vous. Voilà, on ajoutera d'autres vidéos et les ateliers aussi de Eve, parce qu'Eve fait des ateliers pour les parents. Si vous voulez participer, on donnera toutes les dates. Merci Sandrine. Merci beaucoup. Merci. Et partagez surtout la page 0+0. Voilà. Merci à vous. Très bonne journée. Bye bye. Au Bonne revoir. journée.